Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Ahmed Wadan Mahamoud, vous êtes ancien diplomate, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages dont j'ai ici 4. Monsieur Saïd Hamidou Alaoui, vous êtes économiste, statisticien, ancien candidat donc à la présidentielle de 2016. Et Madame Ayatine Nasserdine, vous êtes vous membre de la majorité présidentielle. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Comment parler de l'Union des Comores sans évoquer la question de Mayotte? Nous avons d'ailleurs M. Mahamoud Wadan qui a écrit un livre sur la question, le contentieux entre la France et les Comores. Nous allons écouter un extrait du discours du président comorien sur la question de Mayotte. On l'écoute et on en parle après. D'abord, le peuple, il est comorien. Il n'y a pas un peuple maoré. Il y a un pays qui s'appelle l'Union des Comores. Donc la volonté du peuple, c'est la volonté du peuple comorien. Maoré, Anjouan et Grande Comore, c'est des régions d'un pays. Vous imaginez aujourd'hui la région de Marseille ou la Corse qui décide d'être indépendant. Comment réagirait le gouvernement français? Ce sont donc les propos, justement, du président comorien sur la question de Mayotte. Messieurs, nous sommes en 2015, au 9e jeu des îles de l'océan Indien. Ça se passait à La Réunion. Les athlètes mahorais, donc de Mayotte, à bord, ils défilent sous le drapeau français. La délégation comorienne boycotte, n'est-ce pas, ces jeux et décide de rentrer immédiatement aux Comores. Est-ce que Mayotte est française ou comorienne? Je vous pose la question. Si la réponse me revient, je persiste, je signe, Mayotte est comorienne. Elle est sous administration française, soit, mais elle est comorienne. En tout cas, on le revendique. Presque. Je pense que, en tout cas, la question de l'île comorienne de Mayotte rassemble, enfin, nous réunirait ici. Voilà. Maintenant, comment obtenir, en fait, avoir notre île sœur. Comment obtenir la rétrocession de Mayotte? Voilà. Posez-vous comme question. Oui. Donc, ça, c'est une question qui pose des véritables soucis parce que avec... Alors, sur quelle base dites-vous que Mayotte est comorienne? Dites-nous très rapidement. Sur quelle base, s'il vous plaît? Alors, Mayotte est comorienne d'abord parce que les 4 îles sont liées par l'histoire. En 1974, lorsque vous accédiez à l'indépendance, on pose justement la question aussi aux Mahorais s'ils veulent rester français ou comoriens. Ils ont décidé. Et puis en 1976, et puis en 2009, 3 référendums au cours desquels... Le premier référendum était déjà faussé. Parce que comment on peut poser la question globalement à un archipel de 4 îles, est-ce que vous voulez devenir indépendant ou pas? Et puis, une fois les résultats arrivés et qu'on constate que c'est favorable à l'indépendance, on dit, eh bon, ben, maintenant on va regarder individuellement, île par île. Est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne les référendums, même ici? Madame Nasseddine, très rapidement, au-delà de la question de la légalité du référendum ou pas, vous entendez les Mahorais quand ils revendiquent le statut français? C'est quelque chose qu'on peut entendre ou pas? Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Vos compatriotes mahorais disent, nous voulons être français, nous voulons rester français. Certainement, oui. C'est une question qui doit se voir avec 2 points, monsieur. C'est-à-dire qu'on a Mayotte, le territoire, et Mayotte, la population mahoraise. Oui. On a 42 ans. C'est très intéressant ce que vous dites. On a 42 ans qui nous séparent entre, d'un côté, les 3 sœurs qui ont essayé tant bien que mal de poursuivre leur chemin, et les habitants de Mayotte, les Mahorais, qui sont restés légalement ou non, c'est au droit international d'en décider. Et d'ailleurs, il y a plusieurs résolutions à l'ONU en ce sens, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais rester sur la question Mayotte et Comores, qui ont pris un autre chemin. Alors forcément, 42 ans, c'est long. Et pour pouvoir réunir tout cela, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut également un accompagnement, il faut des étapes. Et pour arriver à ces étapes-là, ça ne peut être possible qu'à
après un long moment de dialogue intelligent entre les deux parties qui sont à l'origine de ce problème, finalement, c'est-à-dire les autorités comoriennes à proprement parler et la France. Il y a un moment où la France doit pouvoir se dire, moi, en tant que 5e puissance du monde, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que ça me grandit de faire ce que je suis en train de faire dans ce petit pays perdu dans l'océan Indien? Mais en même temps, il faut aussi que les Comoriens, dans leur ensemble, puissent se dire, au bout de 42 ans, qu'avons-nous appris et sommes-nous aujourd'hui capables de nous asseoir en bonne intelligence et de discuter d'égal à égal sur cette question qui nous dérange tous? Et d'ailleurs, je pense que des actions ont déjà commencé en ce sens, puisqu'avec la création du Haut Comité paritaire et des discussions en 2016, le Haut Comité paritaire qui s'est rassemblé a mis en place une commission de réflexion en vue de réfléchir sur le maintien ou non du visa dit Balladur entre Mayotte et Moroni. C'est avec des actions comme ça que l'on doit commencer, d'abord pour retrouver cette identité plus ou moins perdue. Et là, on va pouvoir... Mais on ne peut pas se dire du jour au lendemain... Mayotte, le territoire de Mayotte est comorien, c'est un fait. C'est un état, personne ne dit le contraire. Mais comment on va pouvoir vivre ensemble maintenant? C'est ça la question, M. Ahmed Ouadan Mahmoud. Vous avez écrit Mayotte, le contentieux entre la France et les Comores, publié aux éditions La Matin. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est que nous formons une communauté de destin, avec la même langue, la même religion, les mêmes mœurs et coutumes. Mais cela est dépassé maintenant. Nous faisons face à 3 enjeux. S'il vous plaît. Le premier enjeu, ça s'appelle la guerre du droit international. Au vu du droit international, Mayotte est comorienne. On doit hériter les frontières issues de la colonisation. C'est cela. Mais, après 42 ans, j'ai compris que si on doit mener cette guerre des principes, il y a longtemps qu'on aurait résolu le cas de la Palestine et d'autres pays. Deuxième cas, enjeu, c'est la guerre économique. Et le troisième enjeu, c'est la guerre militaire. Pourquoi ces 3 enjeux? C'est parce que... La guerre militaire qui est qui? Ah oui, je vais définir. S'il vous plaît. Nous avons 2 statuts que la France s'est octroyé elle-même. Un statut de territoire d'outre-mer. C'est-à-dire, c'est un territoire qui peut évoluer vers l'indépendance. C'est ce que nous avions, nous, les Comores, à partir de 1946, jusqu'en 1975. Il y a un autre statut, département d'outre-mer, qui est un statut irréversible. C'est le statut que les Kanaks avaient, que l'Algérie avait, que la Réunion dispose à leur code, et d'autres. Et ces 2 statuts sont internationalement reconnus. La puissance française dispose de ces 2 statuts selon sa propre constitution. Pour rompre tel ou tel statut, la France doit consulter. Donc moi j'évolue en disant, menons en parallèle les 2 guerres. La guerre du droit international et une guerre économique. À partir de là, si nous arrivons à mener une guerre économique qui consiste à développer les 3 îles, à atteindre un niveau tel que nous puissions, à ce moment-là, rentrer en guerre contre la France. Même si nous n'avons pas d'hélicoptère, mais à ce moment-là, la France sera mise au banc des accusés. On va dire, vous n'avez pas honte, une puissance, vous allez faire une guerre contre un pays qui n'a même pas un hélicoptère. Voilà une stratégie. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord développer l'économie du pays, la guerre économique, tout en menant cette guerre, comme disait Feu Ahmed Abdallah, à qui je rends un vibrant hommage. Il disait la guerre de la salive, en menant une guerre aux Nations Unies pour revendiquer, sachant pertinemment que cette guerre de principe ne va pas faire infléchir la France. Pour faire infléchir la France, nous devons développer les 3 îles, et à ce moment-là, si la France n'accepte pas, parce qu'elle détient la clé, à ce moment-là, on peut déclarer une guerre, tout en sachant que nous n'allons pas la mener. Mais à ce moment-là, ce sont les puissances qui vont mettre la France sur le banc des accusés, comme ils le font par les résolutions, parce que les résolutions mettent la France sur le banc des accusés, mais ils n'acceptent pas. Mais quels sont vos soutiens au plan international? À ce moment-là, on va travailler les soutiens, parce que justement, face au droit international, c'est quelque chose d'irréversible. Seulement,
La France use d'un droit, puisque vous savez, il y a un Conseil de sécurité qui est à l'ONU. Donc, à chaque recommandation de l'Assemblée générale, la France met son veto. fait son veto. Donc, on peut bâtir des feuilles de route, des dialogues. Moi, je dis, c'est un dialogue de sourds. La vraie stratégie, parce que moi, j'ambitionne d'être parmi les dirigeants politiques de demain. Et je ne le cache pas. On doit avoir une ambition. Moi, je pense qu'il faut faire une politique de gestion telle que nous puissions développer les 3 îles, à atteindre un niveau de développement, et par la suite, on aura un président audacieux qui ira aux Nations Unies pour dire « je déclare la guerre à la France ». Et de ce point de vue, les politiques économiques mises en œuvre vous satisfont? Non, non, je pense que... Notamment par l'actuel président? Non, je pense que... On n'est pas encore du tout dans l'émergence, telle que Azali l'a définie, c'est une utopie. Comment ça? C'est une démagogie. Comment voulez-vous faire émerger un pays avec un peuple qui a faim? La première priorité, je serais d'accord avec Azali s'il avait dit « je me donne comme ambition de développer une agriculture intensive de telle sorte qu'au bout d'une décennie ou d'une 15 ans, nous puissions nous nourrir nous-mêmes. » Atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire. Alors que, écoutez-moi bien, voilà une leçon d'histoire. S'il vous plaît. Après la Deuxième Guerre mondiale, on savait pertinemment qu'il y avait les États-Unis, première puissance, l'URSS, deuxième puissance. Or, il n'y a à peine que 8 ans qu'on parle d'émergence en Russie, alors qu'ils sont allés jusqu'à la Lune. Donc, ne soyons pas démagogues. Moi, je pense que l'intérêt aujourd'hui, c'est de rassembler les Comoriens et de leur dire, voilà un pouvoir que nous devons respecter. Moi, je respecte le pouvoir. Et une opposition qui doit être acceptée, c'est-à-dire il doit accepter notre existence en tant qu'opposant, sans mettre d'étiquette, hein, parce que je ne connais pas une personne qui veut avoir le pouvoir pour détruire son pays. Hein. Quand on veut le pouvoir, c'est toujours pour aller vers le progrès. Donc, au lieu de dire émergence, voilà, au lieu de dire émergence, j'aurais dit modestement, allons vers le progrès, allons vers la voie du développement. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Donc, je résume, la question de Mayotte, il faut la voir avec une autre vision, dépasser ces feuilles de route, ces dialogues qui ne mènent à rien, développer l'économie du pays, et à partir de là, aller aux Nations Unies, avoir un appui pour dire nous rentrons en guerre contre la France, et à partir de la France, va se dire, tout en sachant pertinemment que nous n'avons pas d'hélicoptère. Mais la France va entendre raison. Pour les quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce qu'on peut espérer que vous réussissiez à dépasser les différences de perception des assises nationales prévues pour le mois de décembre et attendre effectivement de ces assises que ce soit le point d'un nouveau départ pour votre pays, l'Union des Comores? Est-ce que quand même, il est encore possible de transcender justement ces différences, ce pessimisme que vous avez exprimé ici au sujet du comité de pilotage, pour espérer que les assises nationales vont accoucher d'un début de refondation? En fait, je pense que ça, c'est l'espoir de tout le monde, de tous les Comoriens. Ils attendaient. Vous y adhérez? Le problème en est que, sincèrement, le président Azali a manqué la chance, a manqué le rendez-vous d'être un homme d'État. Parce que le format de ces assises, tel que ça prend la route aujourd'hui, on ne va pas aboutir à ce qu'on veut. Quand on monte un comité de pilotage, dans une boule de cristal. Voilà, et que, non, c'est pas que je lis dans une... mais on a exclu presque... Car je reviens sur les Comoriens de l'extérieur. Vous parlez du comité, on n'a pas encore la liste des participants. Mais justement, on n'a que le comité, les membres du comité d'organisation. Qui c'est qui va décider des thèmes qui vont être discutés? On verra. C'est le comité de pilotage. Oui, c'est le comité de pilotage. Voilà. Madame Nasseddine, très rapidement, votre mot de la fin, s'il vous plaît. N'en déplaise à ces messieurs, les assises nationales sont à leur façon une forme d'émergence. Et il appartient à l'ensemble des Comoriens de saisir cette petite main tendue qui n'est pas parfaite, certes, qui n'est pas idéale ou idéaliste, certes, mais qui reste quand même une main tendue. C'est aux Comoriens d'en saisir et d'en faire une arme de guerre, puisque c'est un mot que vous avez dit. Non, mais au-delà du président, s'il vous plaît, au-delà du président Azali, puisque visiblement tous les problèmes des Comores à entendre ces messieurs résident au seul nom de président Azali, c'est chaque Comorien de prendre ses responsabilités. Et j'en appelle au mouvement du 11 août, d'assumer ces assises dont ils ont accepté
d'accepter de porter la casquette, de les assumer, d'aller jusqu'au bout, d'unir tout le monde, de rassembler tout le monde, et que chaque Comorien s'identifie avant tout comme Comorien et non comme Moélien, Maoré, Grand Comorien, etc. C'est clair. Et surtout d'en faire une réussite. Il appartient à tout le monde. Et une fois que ces assises et que chaque Comorien se sera exprimé, tout le monde pourra se retourner pour imposer au président Azali Assoumani de tenir aussi ses responsabilités. N'oubliez pas que les élections de 2016 ont prouvé que la population comorienne a changé et qu'elle a été capable de faire gagner la démocratie. Et nous pouvons encore le faire au détriment du pouvoir. Fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été...